Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien et vous êtes prêts à commencer, à débuter la séance d'aujourd'hui. Donc la dernière fois, nous avons déjà fait une leçon concernant les conditions légales du travail. On a discuté, on a débattu pas mal de problèmes, on a débattu les conditions du travail telles que la durée, telles que la rémunération et telles que quelques indemnités. Aujourd'hui, nous avons l'occasion encore de s'enchaîner, toujours dans la deuxième partie, éléments du social, éléments du droit social, chapitre 2, le contrat de travail. Donc, l'objet de cette séance, c'est connaître les conditions de formation, de rupture du contrat de travail. Donc, durant cette séance, on va débattre ensemble, on va discuter ensemble 3 points essentiels. Quand vous avez au tableau devant vous, premier point, notion de contrat de travail, deuxième point, type de contrat de travail, et troisième point, cessation des relations de travail. Voilà les 3 points qu'on va discuter, qu'on va traiter durant cette séance. Alors on va commencer par le premier point, notion de contrat de travail. Premièrement, on va voir une définition, bien sûr, et on va commencer cette leçon par la définition du contrat de travail. Le contrat de travail est un accord par lequel 2 parties contractantes, la première s'appelle le salarié et le deuxième s'appelle, ou bien la deuxième s'appelle l'entrepreneur. Ces 2 parties s'engagent l'une envers l'autre. Le salarié, il s'engage à faire une prestation, à exécuter une prestation de travail au bénéfice de l'employeur, et ce dernier s'engage à rémunérer cette prestation. Donc voilà, mais toujours, quand vous voyez en rouge, cette relation se traduit par la subordination de salarié envers son patron, son entrepreneur. Donc, quand vous voyez, d'après cette définition, on peut relever 2 points fondamentaux, 2 éléments fondamentaux, bien 2 points fondamentaux. Le premier point, c'est le travail fourni par le salarié et qui sera rémunéré par la suite. Deuxième point fondamental, deuxième élément fondamental, le lien de subordination. Donc toujours le salarié est soumis à son patron, à son employeur. Il travaille sous sa direction, toujours. Il ne peut pas refuser ses instructions. Voilà, qu'est-ce qu'on entend par le lien de subordination. Mais en fin du mois, bien en fin de semaine, bien en fin de l'heure, bien en fin de la journée, il sera rémunéré par un salaire. Voilà concernant la définition du contrat de travail. Deuxième point qu'on va voir, ce sont les caractéristiques du contrat de travail. Ça veut dire, autrement dit, par quoi se caractérise un contrat de travail une fois les 2 parties contractantes s'engagent à travers un acte écrit. Première caractéristique, le contrat de travail, c'est un contrat onéreux, c'est-à-dire il n'est pas gratuit. Donc le salarié fournit la prestation en contrepartie d'un salaire. Voilà, onéreux, c'est le contraire de gratuité. Donc le salarié ne travaille pas bénévole, il travaille en contrepartie d'un salaire. Deuxième caractéristique, le contrat de travail, c'est un contrat d'adhésion. Ça veut dire que le salarié doit accepter certaines clauses du contrat. Il ne doit pas refuser en quelque sorte ces clauses de contrat. Pourquoi ? Parce que ce sont des clauses dictées par le législateur marocain et que le salarié doit s'adhérer à ces clauses de contrat, telles que par exemple la prestation fournie, le poste occupé, la rémunération, le temps, etc. Troisième caractéristique de contrat,
c'est l'intuitive persona. Qu'est-ce que ça veut dire l'intuitive persona? C'est une caractéristique très importante qu'il faut mettre l'accent beaucoup plus là-dessus. Donc le salarié ne peut pas le salarié ne peut pas appeler quelqu'un pour faire son travail à sa place. Donc il s'engage personnellement. Voilà qu'est-ce qu'on entend par intuitive persona. Ce sont des obligations, ce sont des engagements du salarié personnels. Il ne peut pas faire appel à une autre personne pour faire son travail à sa place. Quatrième caractéristique, c'est le contrat du travail, c'est un contrat synallagmatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Les contractants s'engagent d'une manière réciproque, l'un envers l'autre. Le salarié s'engage envers son patron, son employeur, et l'employeur s'engage envers son salarié. Donc, c'est un contrat synallagmatique, c'est-à-dire il y a le principe de réciprocité dans ce contrat. Dernière caractéristique, c'est le contrat du travail, c'est un contrat à exécution successive. Ça veut dire que les prestations du contrat s'échelonnent dans le temps. Donc le salarié s'échelonne sa prestation de travail dans le temps, et la même chose, la rémunération selon la prestation fournie par le salarié. Voilà 5 caractéristiques du contrat de travail. Maintenant, on va voir les conditions de validité de contrat. Quand est-ce qu'un contrat de travail sera valide? Alors, pour valider définitivement le contrat, on distingue premièrement la première condition de validité et qui s'appelle le consentement. Le mot consentement signifie l'accord entre les deux parties contractantes. Et cet accord, c'est un accord volontaire, c'est un accord libre. Il n'est pas exigé et il n'est pas forcé par une troisième partie contractante ou bien par l'une des parties contractantes. Donc c'est un accord libre, volontaire. Deuxième élément, c'est la capacité. Mais avant de passer à la deuxième condition de validité, ça veut dire la capacité, on va préciser une chose sur le consentement. Le consentement, c'est-à-dire l'accord entre les deux parties contractantes, sera vicié par 3 éléments. Et qu'il faut toujours s'éloigner de ces 3 éléments pour ne pas fausser, pour ne pas vicier le consentement, à savoir l'erreur, à savoir le dol et à savoir la violence. Il ne faut pas signer un contrat sous contrainte de violence. Il ne faut pas utiliser le dol, c'est-à-dire des manœuvres frauduleuses pour tromper l'autre partie. Et il ne faut jamais faire l'erreur concernant la signature du contrat, bien sûr l'acte de contrat. La deuxième condition de validité, c'est la capacité. Et lorsqu'on dit la capacité, les deux parties contractantes doivent être capables juridiquement. Ça veut dire capable, c'est-à-dire avoir l'âge de 18 ans pour signer le contrat de travail. Mais, en revanche, le droit de travail au Maroc préconise le travail même à l'âge de plus de 15 ans. C'est-à-dire à 16 ans, on peut travailler. Là, c'est une dérogation du Code de travail. C'est à l'échelle internationale. Même l'Organisation internationale du travail, elle a fixé l'âge de travail après 15 ans, c'est-à-dire 15 ans révolus, même avec l'âge 16 ans, on peut travailler. Mais, je continue encore, donc cependant, un salarié mineur de 16 ans, c'est-à-dire qui n'a pas atteint l'âge de capacité, il doit avoir l'autorisation de son tuteur, de ses parents, pour exercer cet emploi, ce travail. Voilà concernant la précision de la capacité. Troisième condition de validité, c'est l'objet du contrat. Lorsqu'on dit objet, il doit être licite, clair, net. C'est-à-dire que le salarié exécute un travail, une prestation loyale. Il ne faut jamais exercer
une prestation déloyale contre la loi. Quatrième condition de validité, c'est la cause. Et lorsqu'on dit la cause, le salarié reçoit un salaire contre la prestation et le patron fournit le salaire contre le travail fourni par le salarié. Donc, il y a un principe de causalité. Ça veut dire pourquoi le salarié travaille pour avoir un salaire et pourquoi le patron paye, rémunère, parce qu'il a profité de la prestation de travail fourni par le salarié. Et le dernier point, bien, la condition de validité, la dernière, c'est une condition de forme de contrat. Donc les 4 conditions de validité forment ce qu'on appelle les conditions de fond. Et la dernière, c'est une condition de forme. Et lorsqu'on dit la forme, même le contrat de travail a une forme, à savoir l'acte écrit, la forme avec laquelle on rédige un contrat. Donc il y a une forme, il y a un acte écrit, signé par les 2 parties contractantes, et dans cet acte, il y a un contenu de contrat. Voilà concernant les conditions de validité de contrat. Maintenant, on passe aux obligations des parties contractantes. Une fois les 2 parties signent le contrat, quels sont les engagements, quelles sont les obligations envers cet acte, bien, ce contrat de travail. Premièrement, on va discuter les obligations du salarié. Premièrement, on trouve l'exécution du travail, donc le salarié doit exécuter le travail, la prestation fournie, prendre soin du matériel de travail, ne pas révéler les secrets professionnels, respecter le règlement intérieur de l'entreprise, respecter la législation sociale concernant et qui encadre ce contrat de travail. Voilà, en bref, les obligations du salarié envers son employeur une fois il a signé avec lui ce contrat de travail. Maintenant, on va voir les obligations de l'employeur. De même, si le salarié s'engage, la même chose. Le patron, l'employeur s'engage, parce que c'est un contrat, comme nous avons déjà vu, synalagmatique, réciproque. Premièrement, l'engagement de l'employeur se manifeste premièrement dans fournir les moyens de travail, les conditions de travail, les outils qu'on utilise pour travailler. Acquitter le salaire convenu, il doit payer son salaire sans retard. Il doit payer le salaire au salarié sans retard. Respecter la vie personnelle du salarié. Et lorsqu'on dit la vie personnelle, généralement on parle de la dignité du salarié, on parle de sa liberté individuelle surtout. Quatrième engagement, informer le salarié du règlement interne. Il faut que le salarié être informé de l'engagement, dans son engagement, avec toutes les conditions, toutes les dispositions légales et les conventions collectives que l'entreprise, que le patron a signé avec des représentants du syndicat, par exemple. Respecter la législation sociale. Vous voyez que cet engagement, ce n'est pas seulement du patron, mais même du côté salarié, il doit respecter la législation sociale. Et dernier engagement, c'est délivrer une carte de travail au salarié. Donc le fait de délivrer une carte, de lui donner, c'est-à-dire de donner au salarié une carte de travail, c'est le fait d'accepter définitivement que le travail, ou bien que le salarié a commencé son travail. Et le patron doit par la suite immatriculer auprès de la CNSS. C'est le travail qu'on va voir, Inch'Allah, dans la 3e séance. Voilà, donc les deux engagements des 2 parties contractantes. Le point suivant, c'est les types de contrats de travail. Lorsqu'on parle de contrat de travail,
bien sûr, l'article 14 du Code du travail détermine en précision les types de contrats de travail. Le premier type, c'est le contrat à durée indéterminée. C'est le contrat à durée indéterminée, la CDI. Alors, le contrat à durée indéterminée de droit commun, c'est-à-dire le contrat normal en droit de travail, c'est le contrat le plus répandu, qu'on trouve beaucoup plus dans les entreprises, et que vraiment les salariés, toujours, ils exigent un contrat à durée indéterminée. Mais au contraire, les patrons, ils ne sont pas contents toujours de signer un contrat à durée indéterminée. Et les conclus sans limiter le temps, sans limiter la durée. Donc c'est un contrat ouvert. Contrat ouvert. Deuxième type de contrat de travail, c'est le contrat à durée déterminée, la CDD. C'est l'article 16 vraiment qui précise le contenu de ce contrat. C'est un contrat qui est limité dans le temps. Le Code du travail fixe les conditions de recours au CDD. Ça veut dire que l'employeur, normalement, se contente toujours de signer un contrat de CDD dans des conditions bien précises, à savoir le remplacement d'un salarié ou bien d'une salariée qui sortent en congé de maternité par exemple, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, le patron veut augmenter son activité parce qu'il a reçu pas mal de commandes et comme ça il peut signer des contrats à durée déterminée qui sont fixés par une échéance. Normalement, ce type de contrat ne dépasse pas généralement une année et il est renouvelable une seule fois pour atteindre 2 ans. S'il dépasse les 2 ans, automatiquement, selon le Code du travail, devient un contrat de travail indéterminé. Voilà concernant en général les 3 types de contrats. Bien sûr, sans oublier un contrat qui s'appelle le contrat d'essai, et généralement, dans un contrat de CDD ou bien dans un contrat de travail de CDI, généralement, le patron demande une période d'essai auprès du salarié. Et le contrat qui reste, c'est le contrat pour un travail déterminé. C'est le contrat qui est un peu répandu au Maroc. Contrat qui précise les tâches occasionnelles pour un salarié d'exécuter auprès de l'entreprise. Ce contrat peut cesser avec 2 causes ou bien 2 éléments essentiels. C'est le 3e point qu'on va avoir. La suspension du contrat de travail, premier élément, et la rupture du contrat de travail, 2e élément. Pour la suspension, c'est un arrêt provisoire du contrat de travail. C'est l'interruption momentanée du contrat de travail sans être rompue. Une femme qui sort en congé de maternité, donc elle a suspendu son travail. Un salarié malade, donc il peut arrêter provisoirement son travail. Cas de suspension que nous avons déjà cités, j'ai déjà cité par exemple les jours fériés, les congés de maladie de maternité, les congés de maladie à court terme pour les salariés, des événements familiaux, etc., comme le mariage, la naissance, décès, etc. La rupture du contrat de travail, surtout pour le CDP, prend fin par l'arrivée de son échéance ou par la fin du travail pour lequel elle a été conclue. Donc un CDD fixe le temps, une année, 6 mois, etc. Une fois le temps, l'échéance est terminée, donc on va cesser de travailler. Pour le contrat CDI, il est peut-être résilié de 2 manières, ou bien par la volonté des 2 parties. Par la volonté du salarié, c'est par sa démission, et par la volonté de l'employeur, c'est par le licenciement. Et attention, ça c'est une question vraiment, le licenciement, qui taraude pas mal d'esprit, soit du côté du salarié, soit du côté de l'employeur. Pourquoi ? Parce que le Code du travail marocain veut protéger beaucoup plus la partie contractante faible qui est le salarié. Il ne veut pas protéger la partie forte. Et vous connaissez tous que la loi marocaine s'inspire beaucoup plus de la loi française. Et la loi française, il veut protéger surtout
la partie faible du contrat qui est le salarié. Et si l'employeur, en quelque sorte, ne respecte pas les conditions de licenciement et le processus de licenciement, donc il doit payer des indemnités au profit de son salarié. Et il y a un licenciement, en quelque sorte, causé par un motif économique, difficulté économique de l'entreprise, parfois la baisse du chiffre d'affaires, etc. Et l'entreprise, il veut se restructurer, s'organiser d'une nouvelle manière. À ce moment-là, on peut licencier les salariés. Donc, cette rupture de contrat, dans ce qu'on a fait, eh bien, entraîne des effets du contrat, les effets de la rupture du contrat, du travail. Alors, cette rupture donne un engagement, ou bien des obligations, pardon, de l'employeur. Donc, l'employeur doit délivrer à l'employé certains documents, dont le plus essentiel est le certificat de travail. Donc, c'est un point essentiel que pas mal de salariés oublient. Donc, il faut demander, il faut exiger ce qu'on appelle le certificat de travail. Liquider le solde pour compte, il reste de congé, il reste une partie de salaire une fois licencié, il faut demander, parce que c'est un droit, ce n'est pas question d'indemnité. Verser des indemnités aux salariés, surtout lorsqu'il s'agit d'un licenciement abusif. Après, bien sûr, 6 mois de travail, et le licenciement ne doit pas être lié à une faute grave, comme j'ai déjà dit, donc c'est un licenciement abusif. Donc, le patron doit verser ce qu'on appelle des indemnités. Alors, parmi ces indemnités, on trouve une indemnité concernant le licenciement. Et vous voyez au tableau combien il donne en heures si un salarié est licencié par son patron d'une façon abusive. Donc, selon son ancienneté, alors si l'ancienneté est égale à 5 ans, 96 heures, si l'ancienneté est égale entre 6 et 10, 144 heures, si l'ancienneté sont entre 11 et 15, c'est 192 heures, et plus de 15 ans, c'est 240 heures. Voilà concernant la première indemnité. Deuxième indemnité, ce sont les dommages et intérêts, dont le montant est fixé sur la base du salaire d'1 mois et demi par année ou fraction d'année de travail, sans toutefois dépasser le plafond de 36 mois. Donc le maximum, en quelque sorte, concernant les dommages et intérêts, c'est 36 mois. Même si on travaille 30 ans ou bien 36 ans, on touche seulement 36 mois de travail comme dommages et intérêts. Donc c'est un plafond. Et la dernière indemnité, c'est une indemnité qui est récente, que le gouvernement a mis en place en 2015-2016, et on a commencé le travail avec cette indemnité à partir de 2016 exactement, ce qu'on appelle indemnité pour perte d'emploi. Alors, c'est plus proche de ce qu'on appelle de la prime de chômage en Europe, mais, je dis plus proche, mais ce n'est pas à 100%, voilà, le salarié bénéficie en quelque sorte de l'indemnité pour perte d'emploi. Mais c'est une indemnité, comme j'ai déjà précisé, versée par la CNSS et non pas par l'employeur. Les deux indemnités auparavant, elles sont versées par l'employeur, l'indemnité des dommages et des intérêts et l'indemnité pour les licenciements, elles sont versées par le patron, alors que l'indemnité pour perte d'emploi, elle est versée par la CNSS. Et c'est un point très avantageux pour les salariés qui perdent l'emploi en quelque sorte. Et surtout, au moment de cette situation sanitaire passée par le Maroc, il y a pas mal de salariés qui sont licenciés. Ils doivent en quelque sorte remplir les papiers pour recevoir l'indemnité pour perte d'emploi. Alors l'indemnité de préavis, alors vous connaissez le préavis, c'est un délai qui permet à chacune des parties de limiter le préjudice, soit du côté du patron, soit du côté du salarié. Et normalement, si le patron ne respecte pas le délai de préavis, il doit verser ce qu'on appelle des indemnités de préavis aux salariés. Deuxième partie des obligations, c'est à la charge des salariés. Donc le salarié est tenu de ne pas faire de concurrence déloyale à son ancien patron. Sans doute, il peut travailler, mais attention, il se méfie pour ne pas faire de la concurrence déloyale. Il peut profiter de cette situation qu'il a occupée dans son entreprise pour agir au détriment de celle-ci. Donc il ne peut pas faire des activités ressemblantes
qui se ressemble à l'activité numéro 1 de son entreprise numéro 1, il ne faut pas faire la même chose, c'est-à-dire de la concurrence déloyale concernant la première société. Sinon, il doit payer des dommages et des intérêts à son employeur. Voilà, en gros, le chapitre que nous avons établi, ou bien que nous avons discuté, que nous avons débattu ensemble, qui concerne le contrat de travail. La leçon qui vient après, la leçon pour la séance prochaine, il sera sur les organismes de prévoyance sociale, à savoir la CNSS et la CIMER. Merci mes élèves et merci de votre attention.